Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Smart Impact sur Be Smart for Change. C'est le nouveau nom de notre chaîne. Dans cette émission, vous le savez, je reçois tous les jours celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. C'est une révolution que notre économie est en train de vivre. On l'accompagne sur Be Smart for Change. Alors, dans ce Smart Impact, mon invité, c'est Cyprien Ionescu, qui est responsable du capital naturel chez WWF, l'ONG, l'un des membres fondateurs de l'initiative SBTN pour Science Based Targets for Nature, méthode et des plans d'action pour les entreprises basées sur la science pour respecter les limites planétaires. On fera le bilan de son efficacité. Dans notre débat, on verra comment 10 grands investisseurs institutionnels français s'unissent pour préserver la biodiversité. L'objectif, c'est de financer les entreprises qui agissent pour protéger et restaurer cette biodiversité. Et puis dans notre rubrique Smart ID, je vous présenterai Alpha Green et son procédé de nettoyage des moteurs qui permet de faire baisser à la fois leur consommation et leur pollution. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Cyprien Ionescu. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes le responsable du capital naturel au WWF, WWF ONG, membre fondateur de l'initiative SBTN pour Science Based Targets for Nature. On va déjà rappeler les principes. C'est une méthode, une méthodologie, ça existe depuis quand? Pourquoi elle a été créée? Oui, alors SBTN, c'est une méthodologie qui a été créée en 2018, dont le WWF est membre fondateur, comme vous l'avez rappelé, et auquel se sont greffées une cinquantaine d'autres organisations, toutes les grandes ONG internationales de conservation, également des institutions internationales, des universités. Beaucoup d'universités et des associations professionnelles pour développer, donc c'est des experts qui se réunissent régulièrement en groupe de travail pour proposer, pour créer des méthodologies, des guides méthodologiques pour être précis, pour accompagner les entreprises dans la fixation et l'atteinte d'objectifs de bon état écologique pour la nature. Basé sur la science, c'est ça qui est important. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de cadres qui nous écoutent, qui souvent veulent prendre des décisions, transformer éventuellement le modèle de leur entreprise, les rendre plus vertueuses, mais ils se disent, est-ce que je prends vraiment le bon chemin? C'est en ça que vous pouvez les aider? C'est exactement l'objectif de l'initiative. C'est la raison pour laquelle aussi le WWF s'est autant mobilisé sur cette initiative, c'est qu'on est vraiment aux antipodes de démarches de greenwashing. L'idée, c'est vraiment de s'interroger sur ce qu'est la durabilité du point de vue environnemental, du point de vue scientifique, et de la mettre en application dans l'entreprise. Ça, c'est un changement de paradigme qui est extrêmement important pour l'entreprise, enfin pour le monde économique de manière générale, parce qu'il va permettre, in fine, si ces méthodologies sont appliquées globalement, de maintenir un bon état écologique des écosystèmes, faire en sorte qu'ils soient fonctionnels, résilients et qu'ils puissent délivrer en fait pour le monde économique toute la diversité de services écologiques que la nature rend à l'économie. Oui. Est-ce que on a beaucoup parlé, cette émission elle existe depuis 4 saisons, on a d'abord beaucoup parlé de climat, de carbone, etc. Et depuis un an et demi, un peu plus de biodiversité. Est-ce que dès le départ, la dimension biodiversité, elle est naturellement, Target for Nature, présente dans SBTN? Alors l'initiative originelle, c'est SBTI pour le climat, Science Based Targets Initiative, qui est née au moment de la COP 15 de la COP 21 pardon, sur le climat à Paris, et qui permettait aux entreprises de développer des objectifs de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre alignés sur l'accord de Paris justement. Et ça a été à la suite en fait de cette initiative qui a été un vrai succès, qui a commencé par quelques dizaines, centaines d'entreprises et maintenant qui touche plus de 5000 grandes entreprises OTI, que SBT, enfin l'organisme qui est derrière SBT, s'est penché sur la question de la nature et donc a développé en 2017-2018 le programme SBT for Nature avec des méthodologies adaptées aux écosystèmes terrestres, aquatiques, marins. Donc là, on parle vraiment de préservation de la biodiversité. Il y a combien d'entreprises qui sont engagées aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez le chiffre et est-ce qu'il y a une croissance importante du nombre d'entreprises en France, mais peut-être, soyons plus ambitieux, dans le monde qui s'engagent? Oui, alors donc je vous ai dit l'initiative née en 2018. En 2020,
sort le premier guide méthodologique sur les étapes préliminaires, on va dire, de la méthodologie. Et à ce moment-là, le SBTN lance un appel à engagement en fait, de la part des entreprises, dans lequel 250 entreprises se sont engagées. Donc, sont rentrées dans le processus pour mettre en œuvre ces premières étapes qui consistent en gros à mesurer leurs impacts sur la nature et à définir leurs priorités pour la nature. Donc 250 entreprises en 2020. Et là, ce qui s'est passé, donc une date importante de l'initiative, c'est 2023. Date à laquelle la V1 un peu globale de SBTN est sortie. Ça veut dire les étapes de la mesure des impacts à la fixation des objectifs pour la nature. Et à la sortie de ces initiatives, donc dans la foulée de ces guides méthodologiques, de cette V1 qui est sortie en 2023, s'est constitué un groupe pilote de 17 entreprises officiellement sélectionnées par SBTN pour tester, en fait, expérimenter cette V1 pour savoir si elle est réellement opérationnelle, si elle est adaptée aux besoins des entreprises. Avant de la proposer à tout le monde, quoi. Exactement, avant de la proposer. Parmi ces 17, Cocorico, il y a 6 françaises. Ça veut dire plus d'un tiers. Donc la France est vraiment en leadership international sur ce sujet. Et parmi ces 6, on a accompagné 4 entreprises françaises dans la définition de ces objectifs et dans leur challenging, quoi. On peut les citer ? On peut les citer, oui, bien sûr. C'est ces 4 partenaires du WWF France. Donc, on a Carrefour, Alpro, Bell, et puis des maisons du groupe LVMH qui sont Moët Hennessy et Parfum Christian Dior. Je pense à Bell parce que on est dans l'agriculture, l'agroalimentaire. Est-ce que c'est le secteur qui spontanément fait le plus ou devrait faire le plus appel à la méthodologie SBTN ? Oui, c'est un secteur qui est absolument capital pour la nature. C'est à la fois le secteur qui est le plus impactant pour la nature, qui occasionne notamment le plus de changements d'occupation des sols. Énormément de pollution également, qui sont les 2 grandes pressions, parmi les 2 grandes pressions qui pèsent sur la biodiversité. Et puis c'est aussi un secteur qui est extrêmement dépendant de la nature en termes de services rendus par la nature, en termes de pollinisation, en termes d'épuration de l'eau, en termes de protection contre les ravageurs, protection contre les catastrophes naturelles. Donc c'est effectivement le secteur, et c'est aussi d'ailleurs pour ça que les entreprises de l'agroalimentaire ont été parmi les premières à s'engager dans l'initiative, et on va dire de manière plus générale tous les secteurs qui sont en lien direct avec l'agriculture, donc l'agroalimentaire évidemment, mais aussi les cosmétiques. Alors je ne sais pas si on peut déjà faire un premier bilan ou si c'est trop tôt, mais si on prend l'exemple du groupe Bell, qu'est-ce qui a changé d'après vous ? Alors, bon, on peut prendre l'exemple du groupe Bell, on peut prendre l'exemple du groupe Alpro, on pourrait prendre l'exemple du groupe Carrefour. Si on prend celui d'Alpro, par exemple, qui est une filiale de Danone, qui est focalisée sur les produits végétaux, donc les laits végétaux, etc., enfin les produits laitiers végétaux, eh bien, ça leur a permis déjà d'identifier, de prioriser leurs impacts, quelles étaient les commodités, les matières premières les plus importantes pour la nature et les zones de production les plus importantes. Ça a été une première étape, contrairement au climat. Ça permet de se dire, voilà les leviers peut-être les plus efficaces pour agir. C'est ce que je crois comprendre. En tout cas, les zones prioritaires à aborder. Contrairement au climat où on va chercher d'abord les leviers d'efficacité premiers, pour la biodiversité, étant donné que c'est une problématique locale, il faut s'interroger sur les zones prioritaires du point de vue de la nature. Ça veut dire, en gros, là où les impacts sont les plus prégnants et là où les milieux sont les plus sensibles. Et c'est en ça que la méthodologie est vraiment intéressante, c'est qu'elle permet de documenter et de quantifier ces impacts pour prioriser. Ça a été le premier bénéfice. Un deuxième bénéfice extrêmement important pour Alpro, par exemple, ça a été de crédibiliser leur démarche. Ça leur a permis de se demander si les objectifs, si les politiques qui étaient mises en œuvre par l'entreprise étaient suffisantes du point de vue du bon état écologique. Et pour ça, donc crédibiliser leur démarche, et pour ça, s'intéresser aux problématiques locales. Donc travailler avec les fournisseurs, travailler avec les agences de l'eau, par exemple. Donc travailler avec leurs parties prenantes à un niveau local et les engager. Ça aussi, c'est un bénéfice extrêmement important pour l'entreprise. Est-ce que ça suppose forcément des investissements, changement de modèle parfois, et donc finalement un retour sur investissement qui sera un peu long ? C'est une excellente question. Aujourd'hui, on en est dans la phase où on fixe les objectifs. Le développement des méthodologies en est à cette étape-là. L'étape suivante, et d'ailleurs qu'on commence déjà à aborder avec nos partenaires, et que je pense beaucoup d'entreprises engagées dans SBTN commencent à aborder, c'est celle de la conception des plans d'action pour atteindre les objectifs. C'est évidemment l'étape suivante. Et là, effectivement, ça peut demander des investissements relativement importants. Le sujet de la nature, c'est un sujet qui est important, qui suppose une certaine forme de complexité et qui va
pour certaines entreprises, on ne peut pas faire de généralité parce que ça dépend évidemment des modèles économiques. Mais pour les modèles économiques, on va dire les plus conventionnels, les plus impactants, ça peut supposer effectivement des investissements relativement importants avec un retour quand même qui peut se faire à relativement court terme parce qu'il y a des bénéfices qui peuvent être tirés en termes d'image, en termes même de résilience finalement des écosystèmes. Beaucoup d'entreprises engagées dans SBTN ont déjà remarqué des formes de disruption de leur chaîne d'approvisionnement à cause des épisodes de sécheresse, etc. Donc ça va leur permettre aussi de mieux résister à ces épisodes liés au changement climatique. Oui, bien sûr. Il y a un grand événement SBTN qui est organisé le 19 septembre prochain, je crois que c'est à Bruxelles, Biodiversity Forum. Qu'est-ce qui va se passer ? Oui, alors c'est un événement organisé par le réseau WWF européen, donc on organise ça avec nos collègues de différents bureaux. Ce qui va s'y passer, c'est un événement qui est quand même assez focalisé sur cette question des targets pour des objectifs pour la nature. Ouais. Donc on va parler de la CSRD et de la dimension nature de la CSRD. Nouvelle réglementation qui change finalement presque la comptabilité, enfin qui a cette ambition de changer la comptabilité des entreprises. Absolument. En y intégrant justement ces objectifs. Le reporting de durabilité qui concerne la nature, dont une dimension importante, et la nature, dont je sais que vous avez parlé à plusieurs reprises sur votre plateau. C'est vraiment une excellente chose parce que la CSRD demande aux entreprises si elles ont des objectifs, si ces objectifs sont alignés sur la science, si elles ont des plans de transition alignés sur la science. Donc, l'idée, c'est vraiment de parler de la CSRD, de ce qui est important dans la CSRD, et de savoir en quoi est-ce que SBTN permet de répondre à la CSRD. Juste un petit teaser. Dernier mot, allez-y. Une publication également à l'occasion de cet événement. Une publication focalisée sur SBTN et focalisée sur les retours d'expérience des entreprises engagées dans SBTN. C'est vraiment des témoignages d'entreprises expliquant comment fonctionne la méthode, ce que ça leur a permis de faire, les résultats, également les difficultés, comment elles ont réussi à les surmonter, et également qui fait le bilan justement de cette relation entre CSRD et SBTN. Et en gros, on arrive à la conclusion que environ 70% des demandes de la CSRD qui touchent la biodiversité peuvent être répondues, peuvent être, on va dire, renseignées grâce à la mise en application de SBTN. Et ben voilà, ça va, j'en suis sûr, susciter des vocations. Merci beaucoup. Cas, on invite tous vos téléspectateurs à venir nous rejoindre le 19 septembre à Bruxelles. Merci beaucoup Cyprien Ionescu, à bientôt. Sur Bismart, on continue de parler justement de biodiversité dans cette émission. Le débat des investisseurs institutionnels qui s'allient pour valoriser, protéger la biodiversité. Le débat de Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Elisabeth Cassagne, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable gestion des fonds et gestion transversale à la Caisse des dépôts. Et François Coppenol, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur des investissements climat et RSE chez Abeille Assurance et vous faites partie des 10 investisseurs institutionnels qui se sont réunis, c'est au printemps dernier, pour valoriser la biodiversité dans les portefeuilles de placement financier. On va les voir s'afficher sur notre écran. Quel est votre objectif ? C'était quoi l'objectif, Elisabeth Cassagne, en vous réunissant comme ça ? Eh bien, les initiatives de place, c'est un moteur important de la Caisse des dépôts. Et la Caisse des dépôts et les acteurs financiers et l'ensemble de la finance, comme vous venez de le dire, se mobilisent autour des grands sujets écologiques que sont le climat et la biodiversité. Ça a été facile de convaincre les entreprises qui vous accompagnent ? Il y a beaucoup de candidats en quelque sorte ? Alors il y a beaucoup de candidats. En fait, on a surtout la chance d'avoir réussi à mobiliser nos partenaires investisseurs, principalement assureurs, mais pas que, autour de nous dans ces initiatives de place dès le démarrage des fonds climat en 2019-2020, juste avant le Covid. Et en fait, c'est vrai que cette initiative climat qui a très bien fonctionné et qui perdure a créé un groupe d'investisseurs qui ont envie de travailler ensemble et qui poursuivent des objectifs, s'ils ne sont pas totalement les mêmes, en tout cas arrivent à être rassemblés dans une initiative commune. Justement, François Coppenol, en quoi ces 10 acteurs sont complémentaires et peut-être pour aller plus loin, en quoi quelle force vous représentez en quelque sorte ? Alors, je pense qu'il nous a surpris au début de cette initiative, lorsqu'on y a réfléchi avec Elisabeth et 2 autres investisseurs institutionnels, c'est qu'il y a une mobilisation assez forte de l'ensemble de l'écosystème financier de la place de Paris, puisque nous avons assez rapidement reçu, je dirais, le support
de France Assureurs, de l'Association française des investisseurs institutionnels et également de l'Institut de la finance durable. Donc vraiment, l'écosystème s'est mis en branle d'une certaine manière et nous sommes, je dirais, coalisés pour définir un peu ce que pourrait être un fonds modèle pour le financement de la biodiversité. Parce qu'en fait, le problème avec la biodiversité, c'est que, contrairement au climat sur lequel on se penche depuis de nombreuses années, il y a quand même un manque de méthodologie, un manque de rigueur dans l'approche, une absence peut-être de véhicules d'investissement dans lesquels nous, investisseurs institutionnels, pouvons investir. Donc, cette complémentarité, en fait, elle est née en fait, de l'intérêt même de ce sujet. Et comme Elisabeth l'a souligné, nous sommes assureurs, fonds de pension, la Caisse des dépôts, et tous ensemble, en fait, on a la même préoccupation, c'est-à-dire de financer en fait, les entreprises qui pourront apporter des solutions face à cette crise de la biodiversité, parce que cela représente une opportunité d'investissement pour nous, mais également c'est un risque financier très important. Évidemment. On parlait dans cette émission de la méthodologie SBTN, Science-Based Targets for Nature. Est-ce que vous vous en inspirez, Elisabeth Cassagne? Vous avez, je crois, un comité scientifique pour accompagner les entreprises. Pourquoi c'est crucial, essentiel? Alors, on est évidemment, le SBTN est un écho du SBTI, qui est bien connu pour la partie carbone et climat. Et donc, effectivement, on va poursuivre les objectifs SBTN qui sont en train d'être construits. Tout ça va se développer et va être présenté progressivement. Et c'est bien le but de l'initiative, c'est d'accompagner les développements. Et comme le disait Jean-François, comme les produits n'existent pas sur étagère, eh bien, on fabrique le produit dont on a besoin et envie pour justement soutenir toutes ces initiatives et tous ces objectifs et cranter les progrès dans le temps. C'est une préoccupation des entreprises que vous allez financer, c'est-à-dire que avoir une base solide avant de se lancer dans des investissements en faveur de la biodiversité? Alors, nous, en fait, le fonds va viser deux types d'entreprises. Donc, les entreprises qui apportent des solutions aux problèmes de la biodiversité. Donc, en particulier, ce qu'on appelle les SMID-Cap, donc les entreprises avec des petites et moyennes capitalisations. Donc, ça représentera la majorité des investissements du fonds. Mais nous allons également venir financer les entreprises en transition. Et là, on va viser des plus grosses capitalisations et on va les inciter, à travers une démarche d'engagement, à adopter la méthodologie SBTN, qui à l'heure actuelle, de mémoire, n'est utilisée que par vraiment très peu d'entreprises. Oui, on l'a expliqué dans l'émission, c'est un processus qui est en cours, qui est forcément compliqué, mais qui peut être un accélérateur majeur. Alors, pour bien comprendre, vous allez travailler avec des sociétés de gestion. Comment ça va se passer? Quel sera leur rôle? Alors, en fait, on a fait vraiment une consultation transversale de ces investisseurs. On a réuni l'intégralité de nos attentes et de nos besoins pour effectivement rédiger un cahier des charges. Et donc, en fait, c'est une espèce d'un peu d'appel d'offres inversé. Enfin, c'est-à-dire qu'on s'est d'abord coalisé, on a écrit notre offre et puis maintenant, on cherche effectivement la société de gestion qui va pouvoir mettre en place ce cahier des charges. Donc, on est en cours et donc, les résultats ne sont toujours pas connus. Et donc, les objectifs sont communs et on cherche effectivement à pousser vraiment l'ambition de cette attente en biodiversité au-delà de l'existant. C'est vraiment parce que le produit n'existait pas en tant que tel sur étagère et que les sociétés de gestion ont travaillé avec des experts pour boucler sur votre précédente question et que nous-mêmes avons constitué un comité d'experts qui va venir nous aider à regarder ces méthodologies et les progrès de ces méthodologies. Donc SBTN, mais pas seulement en fait, voilà. Et de regarder ce qui se fait aussi à travers le monde, quels sont les progrès, ce que disent la science, la recherche, comment tout ça évolue et par quels angles on peut aborder la biodiversité et pas seulement sur quelques métriques existantes aujourd'hui. Alors j'ai regardé, on a cherché des chiffres sur la finance solidaire, chiffre de 2023, 1600 projets à impact social ou environnemental soutenu, plus 15% de progression des encours. Est-ce que vous situé dans cette logique-là et à quel point votre action peut booster ce qu'on appelle la finance solidaire?
Alors, je pense que l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés autour de cette initiative sont clairement engagés en faveur de la durabilité, en faveur de l'intégration des critères ESG dans la gestion. Et notre initiative vise, je dirais, à, d'une certaine manière, donc, mobiliser l'ensemble des parties prenantes, développer une méthodologie en faveur de la biodiversité qui va venir s'ancrer dans la meilleure connaissance scientifique possible, afin justement d'éviter ces écueils de greenwashing, c'est-à-dire une approche qui soit bien définie, bien mise en place, et on aura le comité scientifique qui va venir, je dirais, valider et entériner cette approche. Ensuite, l'idée, c'est que on puisse placer la place de Paris à l'avant-garde du développement de solutions en faveur de la biodiversité, afin d'émuler, alors émuler en France pour que les sociétés de gestion en fait mettent en place des méthodologies qui soient à minima aussi développées que celles que nous avons pour ambition de mettre en place, et émuler également à l'étranger, puisque nous avons été contactés par en fait des sociétés d'investissement d'autres pays pour participer à la consultation, mais également des investisseurs institutionnels étrangers qui aimeraient mettre en place des initiatives comparables. Est-ce qu'on peut, peut-être que ma question est à côté de la plaque, mais est-ce qu'on peut évaluer ce que vous allez mobiliser comme moyen ? Alors, comme moyen, au départ, ça va être modeste, mais pour rebondir sur l'émulation, on l'a vu sur le climat, l'effet d'entraînement a été massif, puisque le fait d'avoir lancé les initiatives climat en 2020 sur des trajectoires de réduction climat qui étaient quand même assez abscons au départ, ont permis à un marché climat de se développer depuis 2020 et d'atteindre des encours tout à fait substantiels. Donc oui, l'effet d'entraînement, on l'attend, enfin, on ne le fait pas pour ça, là, tout de suite, mais on sait que ça aura cet impact-là. Au niveau de la finance sociale, ça, je ne sais pas, on n'a pas vraiment d'ambition en termes de chiffres. Voilà, là, pour l'instant, on le fait en entraînant les investisseurs institutionnels, les assureurs, voilà, que ça fasse des émules après sur le marché des ETF, sur les marchés des fonds, et que effectivement ça entraîne et que ça embarque, comme on dit en très mauvais français, un maximum de gens. Oui, si vous le faites, c'est que vous êtes convaincu que c'est un atout concurrentiel pour la place de Paris. Mais est-ce qu'il y a certains de vos interlocuteurs qui vous disent ouais, vous êtes bien gentil, mais on est les seuls en Europe à se mettre ces objectifs-là, ces espèces de boulets supplémentaires. Ce discours-là, moi je l'entends parfois sur cette émission, et puis vous, j'imagine que vous devez l'entendre aussi. Alors, je ne pense pas que ce soit un boulet, parce que d'une certaine manière, la réglementation française nous impose d'aligner nos investissements aux trajectoires de préservation, de restauration de la biodiversité. C'est également le cas de la CSRD, donc qui a vocation à s'appliquer au niveau de l'Union européenne. Donc en fait, mais l'Europe, elle est plutôt mieux-disante aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, alors, on peut considérer, moi, je considère que c'est un atout concurrentiel, mais il y a certains chefs d'entreprise qui disent, pour l'instant, c'est surtout un frein. Alors, un frein peut-être, à court terme, je ne sais pas, parce que ça va avoir un coût effectivement de se préoccuper de la biodiversité. À long terme, je ne pense pas, puisqu'on a affaire à une véritable crise de la biodiversité, déforestation, pollution des eaux. Enfin, il y a des problèmes qui se posent, qui sont manifestes et qui vont avoir un impact très important sur la croissance économique dans le futur. Il y a de nombreux rapports qui ont été émis. La Banque de France nous a indiqué il y a de cela un an qu'ils allaient probablement dans le futur mettre en place des stress tests biodiversité, à l'instar de ce qui est fait sur le climat. Donc c'est un sujet sur lequel nous devons travailler de manière collégiale, car c'est un sujet complexe, beaucoup plus complexe que le climat, puisque c'est vraiment multidimensionnel en termes de localisation, en termes de métriques, en termes de possibilités d'investissement. Donc c'est pour ça qu'en fait, il nous paraît très opportun en fait, de nous mobiliser, de travailler ensemble, d'utiliser cette intelligence collective pour essayer de développer la méthodologie la plus à même en fait, de financer la biodiversité. Également, aider les entreprises que nous finançons à bien sûr être rentables, mais également à se préoccuper de ces externalités négatives. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. J'accueille Ludovic Chevènement, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le patron d'Alpha Green, entreprise créée en 2020. Avec quelle idée? Racontez-nous. Eh bien, l'idée d'être acteur de la transition énergétique, donc j'étais issu du domaine de la motorisation dans l'automobile. Et puis, j'ai décidé de développer une technologie qui permet de prolonger la durée de vie des moteurs thermiques tout en réduisant leurs émissions
polluantes, donc que ce soit des émissions de gaz à effet de serre, mais également toutes les émissions nocives à la santé, et prévenir du risque de panne. Ceci sans modifier le moteur, sans aucun produit chimique, uniquement à partir d'hydrogène qu'on produit à partir d'eau déminéralisée. Donc, ce sont nos techniciens qui se déplacent sur site, donc on le produit à partir d'eau déminéralisée sur place, sur site. On utilise cet hydrogène pour venir dépolluer les moteurs thermiques. Donc c'est une technologie que vous avez brevetée. Comment ça marche? Parce que ça semble un peu miraculeux là quand je vous entends. Exactement, elle est brevetée, bien évidemment. Une partie est brevetée dans 68 pays. Nous avons de grandes ambitions pour ce projet-là. Comment est-ce que ça marche pour que vos auditeurs... Vous nettoyez les moteurs en quelque Exactement. sorte, c'est ça. Je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Que se passe-t-il si vous ne détartrez pas votre cafetière régulièrement? Eh bien, en fait, votre café sera moins bon, il y en aura moins dans la tasse, et vous allez finir par devoir la remplacer puisqu'elle dysfonctionne. Et en racheter une, et puis le cycle va perdurer. Et c'est exactement ce qui se passe avec la motorisation avant qu'on ait développé cette technologie. Et donc, ça vaut pour tous les moteurs thermiques, ou votre marché, c'est plutôt on va dire le marché des poids lourds ou des autocars, autobus, etc. Exactement. Ça marche pour toute la motorisation thermique, du véhicule léger jusqu'au ferroviaire. Actuellement, on a développé la technologie sur vraiment tout le marché de la motorisation thermique. Notre cible, on travaille principalement, nous, sur la grosse motorisation industrielle, donc principalement 2 secteurs économiques qui sont clés pour nous. Le transport et le monde du BTP, qui ont des très grosses motorisations, dont le cœur de leur métier, c'est d'utiliser justement ces engins et dont la transition énergétique est compliquée. Avec quelle efficacité, quel impact, par exemple, si on prend la consommation d'un poids lourd, vous faites faire combien d'économies? Je vais prendre l'exemple d'un client. On a traité un peu plus de 200 moteurs chez ce client-là. Les constats, nous, tout est mesuré, donc on a réduit de un peu plus de 1000 tonnes les émissions de CO2. On a réduit de 56% les émissions nocives à la santé. Et pour ce qui est de la consommation de carburant, on a eu un constat sur les moteurs traités, bien évidemment, pas sur toute la flotte, mais un constat de 12,6%. Vous vous rendez compte au prix du carburant, exactement. Ça fait une belle économie, effectivement. Exactement. Au vu du contexte économique actuel qui est assez tendu, du prix du carburant, les économies sont absolument énormes. De plus qu'avec un entretien régulier, on prolonge la vie du véhicule, on prolonge la vie du moteur. Donc, les investissements sont repoussés, les économies pour les entreprises sont énormes. Vous venez d'annoncer un partenariat avec Certinergie et Solutions, qui est une filiale du groupe Engie. De quoi s'agit-il? Exactement. Il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant visant à valoriser l'économie d'énergie qu'on génère chez nos clients, à la valoriser via les certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E. Pour nous, on est très fiers de ce partenariat puisque ça vient apporter une reconnaissance sur la qualité, le sérieux de notre offre, de notre technologie. Et puis, par rapport à nos clients vont Qu'est-ce que ça leur apporte? Ils vont pouvoir valoriser, en plus d'avoir, eux, la réduction de l'économie dont vous nous parliez, la réduction, la moins de pollution. En plus de ça, ils vont pouvoir revendre cette économie d'énergie à Engie, à Certinergie, qui est la filiale d'Engie. Exactement. Et puis ça atteste aussi qu'Engie se positionne a envie d'être acteur de la transition énergétique en trouvant des solutions nouvelles comme la nôtre et en les mettant en avant, en les portant justement, puisque du coup il y a une force commerciale qui est très forte vis-à-vis de ces C2E. Vous avez des concurrents? Technologie brevetée, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous avez des concurrents? Alors le déclaminage moteur existe depuis quelques années, exactement. Je suis parti de cette technologie-là, étant expert en motorisation, et je l'ai tout amélioré. Notamment, le brevet couvre la connectivité entre la technologie et la motorisation. Donc on se connecte sur l'électronique du moteur pour voir tout ce qui se passe en temps réel, pour pouvoir faire un diagnostic précis, cibler précisément où est la suie, l'accumulation de suie, et pouvoir amener les conditions à tel endroit pour que l'hydrogène dissolve la suie. Et comme ça, nos techniciens, ils ont 3 mois de formation pour ce nouveau métier, se déplacent, font les interventions et suivent l'évolution des paramètres en temps réel. Donc nos résultats sont garantis par définition. Merci beaucoup Ludovic Chevènement et bon vent à Alpha Green. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. C'est notre nouveau nom.